Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. En 2019, un nouveau type de virus appartenant à la famille des coronavirus a fait son apparition sur la planète Terre, précisément à Wuhan en Chine, la première puissance économique du monde, faisant plus de 81 649 cas confirmés en Chine et près de 160 233 en Europe. Ce nouveau virus baptisé COVID-19 ou SARS-CoV-2 a pris l'Afrique comme nouveau foyer dans le mois de février 2019 où le tout premier cas a été détecté en Égypte. L'Organisation mondiale de la santé OMS a alors déclaré le 11 mars 2020 qu'il s'agissait dorénavant d'une pandémie. Le Bénin, quant à lui, a enregistré à la date d'aujourd'hui 8 cas confirmés. Et il est vrai qu'il ne s'agit pas de Béninois, mais tout naturellement, la psychose règne au sein de la population et plusieurs informations circulent quant aux méthodes de prévention qu'aux supposés moyens de traitement du nouveau virus. Amis de la science, vous êtes bien sûr sur votre émission Universcience qui dédie les 50 prochaines minutes à la thématique la COVID-19 et les fake news. Où est la vérité? Et vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook All for Science et interagir avec nous en nous posant vos préoccupations sur la page et nos invités se feront le plaisir de vous répondre. Janine Kouakou, bonsoir à vous. Vous animez cette émission avec moi. Bonsoir Charlotte et Zebana. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très pertinent et bien attendu de tous. Il s'agit du COVID-19 et des fake news. Où est la vérité? Vous l'avez si bien annoncé, nous sommes en studio avec le virologue Boris Enoch Zinsou et Joël Arsène Noumonvi, président de l'association des blogueurs du Bénin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le déplacement malgré cette crise sanitaire. Nous qui vous remercions, merci pour l'invitation. Merci également pour l'invitation. Alors, on lève le voile sur les fausses informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux à propos de la COVID-19. Alors, Boris, le coronavirus existe depuis plus de 10 ans. Comment sommes-nous arrivés à la COVID-19? Alors, déjà, merci pour votre invitation déjà. Le coronavirus existe il y a très longtemps. Plus de 10 ans. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2019? Il s'est fait qu'un virus ait passé la barrière d'espèce. Donc, le virus a franchi du moins la barrière d'espèce en quittant le monde animal vers le monde humain, au fait. Donc, nous sommes en présence d'un virus émergent et le 10 janvier 2020, grâce aux observations au microscope, un nouveau virus a été identifié, un nouveau coronavirus. Voilà. Alors, comment cette mutation se fait au niveau des virus? Alors, les principaux mécanismes d'émergence des virus, nous avons 3 principaux mécanismes. Le premier, c'est quand le virus, je viens de le dire, quand le virus franchit la barrière d'espèce. Donc, le virus est animal, il sévit dans le monde animal et du jour au lendemain, il y a mutation et il franchit la barrière d'espèce et il s'adapte, il nous infecte, il s'adapte à l'homme, soit en nous créant de maladies, soit en étant chez l'homme et il devient défectueux. Deuxième mécanisme, c'est quand 2 virus se rencontrent chez un même hôte
Donc, je prends juste un exemple. Le virus à l'origine, les virus qui sont à l'origine de la grippe aviaire, c'est-à-dire, c'était un virus de la volaille et un virus du porc. Ils se sont retrouvés chez le même hôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, chez l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échangé leurs segments génomiques. Donc, suite à l'échange de ces segments, il y a eu un nouveau virus, d'où qui est à l'origine de la grippe pandémique, de la grippe H1N1 qu'on a connue. Alors, troisième et dernier mécanisme, c'est quand c'est grâce aux voyages internationaux déjà. Grâce aux voyages internationaux, un virus qui peut avoir une origine africaine peut se retrouver en Europe grâce au voyage. Comme ce nouveau coronavirus, il a pris juste 48 heures pour atteindre le continent américain. En 48 heures. Et il y a aussi les changements climatiques également, qui fait que nous avons de plus en plus d'émergence de nouveaux virus. Et le monde à venir, dans 10 ans, dans 20 ans, le monde à venir, on doit pouvoir se préparer à faire face à d'autres virus émergents. Alors, on parle de fake news ce soir. Covid-19, guerre biologique entre la Chine et les États-Unis, ou prédiction du prophète Nostradamus, mythe ou réalité? Puisqu'il y a assez de choses qui circulent. C'est vrai, il y a vraiment assez de choses qui circulent actuellement. Déjà, guerre biologique, non. Et quand la séquence génomique de ce nouveau virus a été publiée le 12 janvier, et si vous observez la séquence, il n'y a rien de fabrication biologique dedans en fait. C'est un virus animal, et pour ça, un coronavirus très proche de ce coronavirus a été déjà identifié chez la chauve-souris, ce qui prouve que le réservoir de ce virus est animal. Donc ce n'est pas une guerre biologique, et ils ont parlé d'un laboratoire de P4. Et je peux en Chine, c'est vrai. Le virus serait échappé. Non, c'est vrai que en 2017, un laboratoire de niveau P4, c'est-à-dire de pathogènes de niveau 4, donc un laboratoire dans lequel on peut manipuler des virus de niveau 4 au fait. Donc les virus sont classés par niveau. Et ce coronavirus fait partie déjà des pathogènes de niveau 3. De niveau 3. Exactement. Okay. Donc c'est vrai qu'en Chine, ils ont installé un laboratoire de niveau P4 en 2017. Mais c'est grâce à l'accord de l'OMS, de l'Institut Pasteur de Paris et autres que ce laboratoire a été installé. Ce laboratoire, il n'existe que 30 dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que dans cette zone, il y a plus d'émergence des virus souvent respiratoires. Donc pour accélérer les études, pour apporter des données sur le plan scientifique, ils ont installé ce laboratoire pour des études. Donc ce n'est pas une guerre biologique, c'est un virus qui a émergé, et on sait que le réservoir c'est la chauve-souris. Maintenant, un animal a servi d'intermédiaire pour que l'homme soit infecté. Donc cet animal, pour l'instant, c'est le pangolin qui est suspecté. Voilà. Donc concernant guerre biologique, il ne s'agit en aucun cas d'une guerre biologique entre la Chine et les États-Unis. Exactement. Alors monsieur, donc parlons de fake news toujours liées à l'origine du Covid-19. Un brevet d'invention du virus a été créé en Chine. Il s'agit du EP 1194 829B1. Est-ce une réalité? Dit qu'il y a des inventeurs chinois. Oui. Ils ont même dit, le monsieur qui a fait le post sur les réseaux sociaux, il a diffusé sur YouTube et tout, et il a même incriminé l'Institut Pasteur. Et sachez que l'Institut Pasteur n'a pas créé un virus, n'a pas breveté un virus. C'est vrai qu'ils ont eu à faire des recherches sur le SARS-CoV, c'est-à-dire le virus responsable du syndrome respiratoire aigu, qui a sévi en Chine en 2002, mais ils n'ont pas breveté un virus. Et ce monsieur, bizarrement, on l'a appelé pour le questionner, pour l'interviewer. Il n'a pas répondu aux interviews. Donc c'est du fake au fait. L'Institut Pasteur n'a jamais fabriqué un virus. Et quand vous fabriquez un virus, ça se sent déjà. Quand vous lisez les séquences génomiques et comment il y a l'articulation des nucléotides, vous savez s'il y a de l'artificiel dedans. Mais
l'observation du génome de ce virus a été claire et rien n'est fabriqué, au fait. Voilà. Ok. Alors, Joël Hassen, sur les réseaux sociaux, plusieurs exemplaires de pages de Nostradamus sont circulés, faisant état de la prophétie sur le coronavirus. Joël Hassen, je cite, il y aura une année jumelle, c'est-à-dire 2020, d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient, la Chine, et qui étendra une plaie, c'est-à-dire un virus, dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines, l'Italie, et qui transformera en poussière, c'est-à-dire la mort, voilà, le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Wow. On dirait une prédiction, ça fait peur. Hein? Quand on lit ça, et ça date de déjà 1500. Ok, merci déjà pour l'invitation. Je salue vos chers auditeurs qui sont au rendez-vous. C'est nous qui vous remercions. Déjà, il faut dire que moi, je n'ai pas peur quand je lis ces ans de prédiction. C'est vous qui dites que c'est une prédiction, c'est pas le cas chez moi. Puisque cela ne ressemble en rien à ce que la parole de Dieu dit déjà par rapport à tout ce qui pourra advenir à la venue de Jésus-Christ. On est d'accord? Oui. Donc, ce n'est que pure coïncidence. Et il faut dire que les gens sont aussi prêts à sortir des documents qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui pour faire des rapprochements. Ou cela n'a jamais été écrit, où les gens restent dans leur petit comme pour dire que ça a été écrit depuis 1900, je ne sais quel moment, on est d'accord? Puisque le français même, ce n'était pas la langue d'origine du livre, mais ça a été traduit du grec, du latin, pour donner ce que je viens de lire en français. Oui, ça peut être écrit bien évidemment par le passé. Mais qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Oui, ça peut être écrit. Je ne peux pas dire que ça n'a jamais été écrit, mais dire que c'est ce que nous vivons aujourd'hui qui a été prédit depuis ces moments-là. Bon, moi, je n'y crois pas personnellement. Alors, parlons toujours de fake news. Dites-nous, comment faites-vous pour pouvoir détecter les fake news? Faites une comparaison et savoir que si c'est vrai et l'autre n'est pas vrai. Par exemple, on a parlé du cas du brevet, on a parlé des pages de Nostradamus qui ont circulé. Comment l'auditeur peut quand même aller sur les réseaux sociaux et détecter s'il s'agit d'un fake news ou s'il s'agit d'une vraie information? Ok, d'abord, la première des choses qu'il faut savoir, quand on parle de fausses informations, ça n'a pas de but. On est d'accord? C'est un but unique, c'est pour venir détruire quelque chose. C'est pour venir apporter la peur dans un milieu ou bien créer de la psychose. On est d'accord? Oui. Ou c'est pour détruire l'image de quelqu'un. On est d'accord? Donc, quand vous lisez une information, pour vous assurer que cette information, elle est vraie, d'abord, il faut vous poser la question de savoir qui est-ce qui a écrit cette information. Si c'est sur les réseaux sociaux, qui est-ce qui a écrit cette publication? On est d'accord? Oui. Est-ce que dans la publication, vous avez une source qui vous permet de savoir ce que le Kidam a écrit est vérifié? On est d'accord? J'ai une information que j'ai lue, qu'on partage sur WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter. Il faut que je sache si cette information qui circule a une source où je peux aller vérifier cette information. On est d'accord? Oui. Au moment où je n'ai pas de source, d'abord il faut que je commence à me poser des questions. C'est quoi le but de cette publication qui est faite? On est d'accord? Et il faut que je réussisse à aller lire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter et autres, à aller lire les commentaires qui ont suivi. Certainement que d'autres ont déjà démenti ou ont porté de nouvelles informations par rapport à ce qui est écrit. Puisqu'il faut dire que les fake news ont toujours existé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les fausses informations sont plus vieilles que le monde. Avant, ça se transmettait de bouche à oreille. Mais avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça se démultiplie. Au point où ce qui est posté en France aujourd'hui, je peux l'avoir aujourd'hui en quelques secondes chez moi au Bénin, ou de l'autre côté de la mer, on peut partager les informations comme ça. C'est ça qui fait que ça se démultiplie et ça crée de la psychose un peu partout. Donc, en résumé, pour savoir si une information elle est juste, quand vous recevez l'information, demandez-vous d'abord, est-ce que celui qui vous a envoyé est crédible? Est-ce que le site internet sur lequel vous lisez l'information est crédible? Voilà. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des sites internet qui publient de fausses informations pour drainer du monde sur leur site internet. Puisque la fausse information, ou bien ce qui est faux, les gens ont tendance à aller plus partager ce qui est faux que ce qui est vrai. Comme par exemple, il y a notre presse qui a fait sortir un article qui disait que 3 personnes atteintes du coronavirus qui sont décédées, je crois en Belgique, se sont ressuscitées. Ces personnes-là ont été ressuscitées et ont torturé les morguiers jusqu'à ce que ces morguiers décèdent à leur tour. Et lorsque nous sommes allés vérifier, il y a le site qui disait encore en commentaire que ces 3 personnes n'étaient pas totalement décédées.
décédé du coronavirus, mais c'était un semblant de décès, voilà. Oui, déjà, quand vous lisez une information pour savoir qu'elle n'est pas concrète, qu'elle n'est pas vraie, vous allez pouvoir dénoter que est-ce que cette information que vous lisez, ça vous fait peur ou ça vous met en colère. Quand ça produit ces deux effets en vous, déjà, il faut que vous sachiez que cette information que vous lisez, elle n'est pas du vrai. Et pour avoir les bonnes informations, ce que je recommande, c'est d'aller sur les sites officiels. Pour le cas d'espèce, quand on parle de coronavirus, quand on parle de Bénin, voilà, qui est là. Quand on est chez nous au Bénin pour avoir la bonne information, il faut aller sur le site du gouvernement béninois. Oui. Pour avoir la bonne information, il faut aller sur les sites des organisations onusiennes. Vous avez l'OMS, vous avez UNICEF, vous avez l'UNFPA, vous avez ces organisations qui partagent la bonne information. Tout dernièrement, j'ai lu qu'il y a eu un partenariat entre le PNUD, UNICEF ou l'OMS avec WhatsApp pour partager la bonne information. Ils ont créé déjà un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez avoir les informations réelles, sauf que c'est en anglais. D'accord. Donc, le but de la mauvaise information des fake news, c'est pour détruire, c'est pour créer la psychose, c'est pour vous mettre en colère ou pour détruire quelque chose, l'image de quelqu'un. Ok, merci. On aurait compris. Alors, pour pouvoir savoir si c'est fake news ou pas, il faudrait aller sur les sites officiels pour pouvoir avoir la vraie information. Venant à vous, Monsieur Boris, on aborde maintenant la question liée aux symptômes du Covid-19. Quels sont les symptômes qu'une fois chez une personne, on pourrait savoir qu'il est atteint du Covid-19? Alors, les symptômes sont variables. Vous avez la fièvre, vous avez la toux. Après ça, vous avez une détresse respiratoire, c'est-à-dire vous avez du mal à respirer. Et mis à part ça, vous avez aussi des douleurs thoraciques. Maintenant, ça c'est chez les personnes. Il y a aussi, on note aussi des cas les plus graves au fait. Et là, ça s'observe chez des personnes qui sont fragiles. Et quand je parle de personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes qui ont déjà d'autres maladies comme les HTA, les hypertendus, et l'hypertension artérielle, ceux qui ont le diabète, et ceux qui ont des maladies cardiovasculaires par exemple. Et là, les symptômes sont graves. Et c'est là où vous avez les détresses respiratoires aiguës. Les asthmatiques ne sont-ils pas concernés? Bien sûr, les détresses respiratoires aiguës. Et ça peut aussi se compliquer et vous pouvez avoir des insuffisances rénales et autres. Et il faut noter que, exactement. Ok, il faut aussi noter que pourquoi on parle d'essoufflement, pourquoi on parle de détresse respiratoire. C'est un virus, quand ça rentre dans votre poumon, ça attaque directement les cellules qui sont au niveau de nos alvéoles pulmonaires. Alors que le sang qui est chargé d'oxygène doit pouvoir avoir accès à ces alvéoles pulmonaires et déposer ce sang chargé d'oxygène là. Et les alvéoles pulmonaires vont se charger de diffuser ce sang oxygéné dans les autres cellules pour permettre le fonctionnement. Donc, une fois le virus est là, il attaque vos alvéoles pulmonaires, vous ne pourrez les détruire. Donc, il n'y a plus d'oxygène, de sang chargé d'oxygène qui ira juste au niveau de ces alvéoles là. Donc là vous manquez d'air tout simplement. Voilà. Alors vous avez parlé de tout. Lorsque je vais tousser ici maintenant, je suis sûr que Janine, vous, Monsieur Joël, je crois que chacun va chercher un tissu pour rentrer chez lui. Oh. déjà il nous est recommandé pour cette période au moins, en attendant qu'on trouve un traitement, en attendant que la pandémie ne soit jugulée, de tousser dans le creux des mains. Qui ne dit pas que j'ai le coronavirus? Non, si c'est une toux provoquée, ça peut passer. Maintenant, si c'est pas une toux provoquée, si vous avez vraiment la fièvre, vous avez les mal de gorge, vous avez des douleurs thoraciques, un numéro est disponible, mais allez sur la page du gouvernement, appelez le numéro vert et tout, ils viendront vous chercher. Parce que là, il y a une équipe qui est bien formée et ils prendront contact avec vous, ils vont se déplacer, ils viendront vous prélever. Vous prélever. Ok, vous parlez de toux sec, il y a également de rhume. Est-ce que le rhume qu'on a si on est atteint du coronavirus, est-il composé de morve ou c'est juste déjà, je tiens à rappeler que le coronavirus est une grande famille de virus. Et chez l'homme,
avant décembre 2019, il y en avait 6. Donc 4 sont connus pour donner des affections respiratoires bénines. Donc du rhume banal. Donc nous avons déjà fait du coronavirus une fois. Et il y a 2 qui sont connus pour causer des maladies respiratoires sévères. Et ces 2, c'est le SARS-CoV, c'est-à-dire le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Et identifié toujours, mais découvert en Chine en 2002. Il y a aussi le coronavirus responsable du syndrome du Moyen-Orient. Donc, découvert au Moyen-Orient en 2012. Maintenant, en décembre 2019, il y a eu la découverte de ce nouveau coronavirus. Et au départ, l'OMS l'a nommé nCoV 2019. En 2019, nCoV pour dire. Et après, ils ont constaté que les symptômes que cause ce nouveau coronavirus est semblable au coronavirus qu'on a déjà identifié. Donc c'est pourquoi on a dit SARS-CoV-2. Donc c'est pour te dire que le rhume, oui, on a déjà fait le coronavirus une fois, mais ici c'est que ce rhume est un peu sévère et aigu. Donc si vous commencez par avoir la fièvre, du coup vous commencez par avoir des maux de gorge et aussi vous toussez, n'hésitez pas à appeler le numéro vert. Et l'équipe est bien formée, ils vous prendront en charge tout simplement. Alors nous allons parler de voies de transmission. Comment ce virus-là se transmet? On a parlé de virus émergent qui a quitté le monde animal pour venir dans le monde des humains. Est-ce que ça se transmet toujours de animal à homme ou entre homme? Alors, ça se transmet déjà. Le mode de transmission de ce virus est interhumain. Le virus a franchi la barrière d'espèce, on l'a connu, mais à Hong Kong, il y a un chien qui a été infecté, mais le chien n'a pas développé la maladie. Mais c'est ce qui nous concerne que je vais essayer de... Donc, la transmission, elle est interhumaine et par le biais des gouttelettes respiratoires qu'une personne infectée sort quand elle tousse ou éternue. Donc, quand je parle de gouttelettes biologiques ou mais respiratoires, ce sont les postillons. Donc, quand nous toussons, les postillons que nous rejetons dans l'air et tout, le virus est là, dans ces gouttelettes-là. Donc, le virus, si vous êtes à moins d'1 mètre d'une personne qui est infectée et que cette personne tousse, vous aurez malheureusement la chance de vous infecter, d'avoir le virus. Maintenant, si ces gouttelettes se déposent sur des surfaces et que vous ne décontaminez pas ces surfaces-là, si quelqu'un passe par là, 1 heure après, 3 heures après, quelques heures après, la personne, il peut s'infecter. Juste le fait de toucher et de toucher son visage, de toucher ses yeux et tout, la personne peut s'infecter. Donc, les objets, ça vit déjà avec... Bien sûr. 2 heures. Oui. Il y a une étude américaine qui a prouvé, ils ont essayé de faire des stimulations et tout, et des simulations du moins, c'est tout, et le virus reste présent sur des surfaces inertes pendant des heures, en fait. Donc, si vous touchez ces surfaces et vous touchez vos visages, le virus entre par les narines, entre par les yeux. Donc, pourquoi on nous dit de tousser dans le creux, dans le pli de notre coude? C'est parce que si vous toussez dans vos mains, vous avez les gouttelettes déjà respiratoires qui sont là. Il suffit juste, et il est prouvé que en 1 minute, vous touchez plus de 10 fois votre visage. Si vous ne le savez pas, vous touchez plus de 5 fois votre visage. Donc, avec ça, vous touchez le visage, le nez, votre nez ou bien les yeux rapidement. Bouche. Tout est en exactement, forme, le virus pénètre. Donc, voilà. Donc, mis à part ça, il est conseillé également de rester à 1 mètre de distance, tout simplement, de quelqu'un qui développe, et de se laver régulièrement les mains. Alors bon, on n'est pas encore arrivé au mot de prévention, on parle toujours des voies de transmission. Alors on a parlé du crachat sur le sol.
On a dit de ne pas cracher sur le sol, mais de faire ça toujours dans un papier mouchoir et de jeter ça directement dans la poubelle. Est-ce à dire que, parlant de surface inerte, il y a également le sol qui est pris en compte? Oui, parlant de surface inerte, ça dépend de combien de temps le virus va passer, de combien de temps le virus restera au sol, en fait. C'est simple. Si vous toussez dans du papier jetable, en fait, et que ce papier n'est pas décontaminé, si vous n'avez pas votre poubelle à côté pour jeter ce papier, et que si vous souillez le sol, imaginez un instant où un enfant est en train de s'amuser, par exemple. Et il prend ce papier, il va s'amuser avec. Donc, ou bien, vous crachez sur le sol, quelqu'un qui s'amuse, ou bien quelqu'un, ou peut-être sa pièce de 5 francs, ou bien de 500 francs tombe à côté. Il suffit juste, en voulant ramasser, et vous touchez, ben, c'est fini. C'est pourquoi, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est simple. Il faut éviter certaines choses. Tout simplement, ne pas cracher aussi par terre. Maintenant, si vous toussez, vous mouchez dans du papier jetable, et rassurez-vous de jeter ça à la poubelle. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit, avant qu'on le poursuive, Janine, qui nous demande pourquoi c'est toujours en Chine que tout commence. Non, ce n'est pas toujours en Chine que tout commence. À l'Afrique aussi, il y a des virus. Le virus Ebola, dont la létalité, ou bien dont le taux de mortalité est à 50%. Donc, sur 100 personnes, 50% ont la chance de mourir. Donc, a pour origine africaine, au fait. À part ça, il y a d'autres virus. Le Zika virus également, c'est son origine. N'est-ce pas Ebola et le Zika virus seulement? Non, le virus de la fièvre jaune, par exemple, son origine, c'est africaine. Donc, pourquoi la Chine? Bon, déjà, la Chine, c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup d'émergence de virus respiratoires de la Chine. Je vous explique. La Chine, c'est... vous rencontrez dans des marchés qu'on appelle les marchés de fruits, où il y a un ensemble, au fait. Quand on parle de marché de fruits, c'est un marché où il y a les fruits de mer, il y a aussi les animaux, il y a aussi les animaux, il y a aussi des animaux vivants que morts, il y a aussi des centres où ils abattent les animaux également. Donc c'est un mélange de... Ils ont cette particularité-là. La majorité des virus respiratoires sont des virus dont le génome est segmenté. Donc rapidement, dont le génome est segmenté, donc rapidement ces virus peuvent rapidement émerger. Maintenant, quand on parle d'émergence de virus, sachez que les virus, il y a assez de virus qui émergent, mais il y a d'autres, en nous infectant, ils deviennent défectueux quand ils se multiplient. Mais il y a d'autres, malheureusement pour nous, en se multipliant, il arrive à s'adapter et à nous causer de maladies. Et maintenant, le VIH-Sida également, son origine est africaine. Et c'est un virus du singe qui a émergé chez l'homme, au fait. Et chez l'homme, c'est le HIV. Et chez le singe, c'est le SIV. Et le singe ne fait pas la maladie, qui est le sida. Mais c'est l'homme qui fait la maladie. Donc, ce n'est pas uniquement la Chine. Il y a de ces virus-là qui sont aussi d'origine africaine et tout. Mais cette dernière temps, c'est la Chine parce que les animaux, les hommes et tout vivent, disons, partagent une vie, c'est pas d'ensemble, au fait. Donc, la molarité de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser les animaux sauvages dans leurs habitats et de s'occuper de nous-mêmes, au fait. Les animaux doivent être très bien contents ces derniers temps. Bien sûr, c'est la moralité de l'histoire, en fait. Il faut laisser franchement les animaux dans leur habitat et de les laisser en paix. Alors Joël, votre lecture de tout ça avant qu'on poursuive. Oui, merci au virologue. Il a très bien développé. Et pour ceux qui sont auditeurs qui nous suivent, doivent pouvoir être ravis d'avoir toutes ces informations, de savoir comment se protéger pour ne pas être contaminé. L'essentiel a été dit. Pour moi-même qui suis venu ici, j'en ai appris beaucoup. Alors parlons toujours de fake news. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut aller vérifier sur les sites si l'information a une source qui est connue. Alors, il y a dernièrement une information concernant l'OMS qui est circulée, un flyers avec le logo de l'OMS qui disait que
le virus ne résiste pas à une température de 26 à 27 degrés. Avant que le virologue n'apporte sa contribution pour démentir ce fake news si c'en était, est-ce que nous pouvons également vérifier les flyers qui circulent et qui ont les logos des organisations et des institutions qui sont dans le domaine de la santé? Oui, toutes les informations sont vérifiables. Si vous ne parvenez pas à vérifier une information, sachez-vous que c'est une fausse information. On est d'accord? Et il faut dire que pour démentir une information, c'est le rôle principal des journalistes. Puisqu'il y a des étapes où nous, en tant que simples citoyens, on ne pourra pas franchir. C'est ce que nous faisons actuellement. Voilà. Donc, le BABA pour vérifier une information, c'est ça que j'ai donné tout à l'heure. Oui. Si, avec ce BABA, vous parvenez à déchiffrer que cette information que vous avez reçue, elle est fausse, c'est bon. Mais si vous ne parvenez pas, ça dit qu'il y a certaines barrières où vous ne pouvez pas franchir. Quand vous rentrez dans le domaine politique, quand vous rentrez dans d'autres domaines où on parle de finances, où vous ne pouvez pas avoir accès à certaines informations, c'est que vous ne pouvez pas démentir. Mais toute information qui est concrète, qui est réelle, figure aujourd'hui sur des plateformes, sites internet ou les réseaux sociaux. Puisque pour la plupart des organisations sérieuses, ils ont un compte Twitter ou une page Facebook. On est d'accord? Donc pour ce qui concerne l'OMS, l'OMS a un site internet. Sur ce site internet, l'OMS a donné des informations pour en savoir un peu plus sur le virus qui sévit aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations pour savoir si ce visuel qui circule, elle est d'une bonne source, vous allez sur le site de l'OMS pour parcourir, puisque ce qui a été intéressant, l'OMS a fourni des informations de BABA pour celui qui n'a pas un niveau aussi élevé à avoir des informations. De la santé, par exactement. Exemple. Celui qui n'est pas comme notre virologue, les hommes de santé et autres. Ils ont fait quelque chose de très simple que j'ai apprécié. Question-réponse sur la COVID-19. Et quand vous lisez, vous avez ce que c'est qu'un coronavirus, vous avez ce que c'est que la COVID-19, vous avez les symptômes, comment se protéger et comment se propage le virus. Donc, et des informations pour dire ce qui est écrit sur le visuel dont vous avez parlé. Oui. Ils ont porté aussi des informations sur ça. Ils avaient aussi dit au début si est-ce qu'on pourrait recevoir un colis de la Chine. Effectivement. Oui. Est-ce que la surface inerte de ce colis en question ne gâte pas le virus juste qu'en Afrique? Oui, ils ont dit oui au début avant que comment l'appelle-t-on, le travail qui a été fait pour dire que le virus vit même dans l'air pendant 3 heures, même sur des cartons pendant des heures, et vit sur des plastiques sur 3 journées comme ça. On est d'accord? Oui. Donc, ce qui voudra dire que cette information que l'OMS a apportée en son temps, les trucs ont évolué. Effectivement. Puisque le virus, tel que c'est venu, c'est que ça demande assez de travail à faire. Oui. Où on ne peut pas tout savoir aujourd'hui et maintenant. La belle preuve, notre gouvernement ne prend pas les décisions maintenant et tout de suite. C'est au fur et à mesure que les choses évoluent que le gouvernement prend des décisions. 2 semaines de cordon sanitaire pour voir comment ça va évoluer. On ne sait pas après ce qui va se passer. Voilà. C'est au vu des informations nouvelles que nous avons qu'il faut prendre des dispositions. Donc, ce qui voudra dire que d'abord, cette information dont vous parlez, le visuel, ce n'est pas une information vérifiée. Si elle est vérifiée, c'est que vous devez retrouver ça sur le site de l'OMS. Alors, Boris Enoch, on a beaucoup dit que l'Africain était immunisé, totalement immunisé, puisqu'en Afrique, on a la chaleur. Le virus ne vit pas dans un environnement de 26 à 27 degrés. Qu'en est-il? Puisqu'il y a des Burkinabés, il y a des Africains qui sont quand même touchés depuis février. Le coronavirus, disons le cousin, je vais dire, ou bien le cousin de ce virus, ou bien le frère de ce virus. Oui, le petit frère de la COVID-19. Non, le grand frère, je vais dire, qui est le MERS-coronavirus, sévit dans les pays du Golfe au Moyen-Orient. Et là-bas, la température, c'est plus de 35 degrés. Et mais donc déjà, si je dois faire cette petite comparaison, la température n'a pas d'effet sur les coronavirus. Donc, et l'Afrique n'est pas épargnée. L'Afrique n'est pas épargnée et les résultats sont là. Les résultats sont là. Et que, on a donc. Mais quand même, d'autres ont dit que la mélanine également contribuait à lutter efficacement. Non, le système immunitaire c'est autre chose. Et si vous voyez comment ce virus attaque l'organisme, le mode de transmission de ce virus, et là où le virus reste pour faire ses dégâts, c'est tout autre chose au fait. Donc, et personne n'est épargné. Et je tiens à dire, la température, à clarifier, la température n'a pas d'effet sur ce virus-là. Et de suivre les consignes tout simplement. Et il y a aussi, ils ont eu à dire également que la transmission par les moustiques.
c'est vrai qu'il est utile de se tenir à distance de ces insectes-là l'insecte qui donne le palu et la dengue et d'autres virus, et la dengue et tout. Mais concernant les virus respiratoires, à ce stade, la transmission par les moustiques, non, je dis non. Et aussi, les virus respiratoires, c'est pas les gouttelettes biologique que quelqu'un sort quand une personne infectée excrète quand il tousse ou bien il éternue. Mis à part ça également, je vais continuer. Il y a aussi les remèdes crédibles mais aussi inutiles. Ils disent également que les antibiotiques, de prendre de l'antibiotique. On va revenir aux préventions, traitements et tout. Il y a quelque chose, il y a une information qui allait d'être banale, mais on va le dire pour quand même lever le voile. Il y a une autre qui circule et qui dit désormais pour les actes sexuels, il ne faut plus faire face à son partenaire ou sa partenaire, mais il faut tourner le dos à son partenaire ou à sa partenaire. Wow. Puisque le virus serait vous savez, c'est face à face, en fait, il faut comprendre aussi l'idée qui est derrière. On a dit que le virus sort pas des gouttelettes lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Donc, pour se protéger, il faut donner le derrière. C'est ce que j'ai aussi appris. Mais il est vrai que ce virus, c'est un nouveau virus. On ne le connaît pas encore assez. Il y a beaucoup d'études. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours actuellement. Maintenant, pour ces personnes-là, pourquoi ne pas s'abstenir, soit tout simplement pendant la période où on nous demande de suivre les consignes pour arrêter ce virus au fait. Parce que rien n'est urgent. Vaut mieux respecter les règles du moins pour rester vivant que de ne pas respecter les règles pour finir peut-être dans sa tombe, je vais dire. Alors, il y a un auditeur qui nous envoie: doit-on ne pas faire l'amour pendant toute la période de confinement? Si vous savez que votre partenaire est sain, vous-même vous êtes sain, personne ne vous empêche de faire ce que vous devez faire. Maintenant, si votre partenaire a développé des signes, des symptômes et tout, appelez le SAMU tout simplement. Oui, je voudrais réagir par rapport à ça. En fait, j'ai aussi lu ça dans certains groupes WhatsApp. Et il faut dire que c'est souvent ceux qui font souvent de la partouze, qui ont souvent ce genre d'expression pour toujours continuer dans leurs besoins. Ils veulent toujours se donner des raisons pour toujours continuer. Et en fait, vous allez remarquer qu'avec l'apparition de ce vilain virus, les maris sont désormais à la maison. Ils s'occupent de leurs enfants et femmes. Oui. Et les bars sont désormais fermés. Les chambres de passage ne trouvent plus trop de la clientèle. Donc, il faut aussi voir le bon côté de la chose. Si, comme l'a dit le virologue, si vous êtes conscient que votre partenaire, votre femme ou votre fiancé est saine, ou que le fiancé ou le mari est sain, vous pouvez aller à l'acte sexuel. Il n'y a pas de danger à cela. Mais si vous avez remarqué effectivement qu'il y a des symptômes qui se développent, il vaut mieux prendre des dispositions. Appelez le SAMU. Donc, pour ce qui me concerne, moi je ne vois pas la peine de pouvoir arrêter aller à l'acte sexuel tant qu'il n'y a pas de symptômes. Déjà que moi je me suis donné des restrictions de sortie depuis que j'ai commencé à entendre des trucs là-dessus. Avant que même le gouvernement béninois ne demande des semaines de cordon sanitaire, j'ai pris des dispositions déjà sanitaires pour éviter des sorties déjà de mon côté et d'aller un peu partout. Alors Monsieur Boris, quand on parle de contamination, quand un individu entre en contact avec le nouveau coronavirus, comment ce dernier agit dans son organisme? Là, ça c'est, vous me demandez la pathogenèse au fait. Effectivement. La pathogenèse, au fait, c'est un virus respiratoire. Et quand on parle de virus respiratoire, imaginez, pour respirer, c'est nos poumons. Oui. Déjà, essayez de faire cette analogie. Donc, ces cellules-là, disons, son tropisme cellulaire, c'est au niveau des poumons. Donc, il attaque toutes les cellules, en quelque sorte, de notre poumon. Alors, si vous vous infectez, rapidement, le virus fait son circuit, il attaque les cellules de l'alvéole pulmonaire, surtout pour ce nouveau coronavirus. Vous voyez? Et il y a pour les virus, pour attaquer une cellule, c'est-à-dire autour de cette cellule-là, c'est parce qu'ils ont trouvé
leur récepteur spécifique. C'est comme je veux rentrer dans une chambre, si je n'ai pas la clé de la chambre, je ne pourrai pas rentrer. Exactement. Donc, les virus ont la clé, je vais dire, de la chambre de ces cellules-là. Donc, au niveau des cellules, ils mettent la clé en contact avec la serrure qu'on appelle peut-être je peux supposer, qui est le récepteur au niveau de la cellule. Donc, en mettant cette clé que le virus a en contact avec les récepteurs, la serrure, les récepteurs, ils arrivent à rentrer. Donc, quand ils rentrent, ils détruisent tout ce qui est là, au fait. Donc, en termes clairs, simples, c'est comme ça en résumé, au fait. Okay, alors, quand on est atteint du nouveau Covid-19, on nous met en quarantaine ou en isolement. Alors, faites la nuance entre ces deux. Alors, la quarantaine, l'isolement. Isolé, la quarantaine, c'est quoi? On me met en observation, tout simplement. Quand je ne suis pas encore atteint. Quand on n'est pas encore atteint. Vous voyez. Maintenant, l'isolement également, en fait, ça veut dire peut-être à peu près les mêmes choses, parce que ça veut dire les mêmes choses. À l'isolement, on n'est pas seul? À l'isolement, vous pouvez être seul, vous êtes dans votre chambre, vous ne sortez pas, vous n'avez pas de contact avec d'autres personnes au dehors, mais on vous amène à manger. La quarantaine également, c'est que vous suivez votre température tout simplement. Donc on est en quarantaine ou en isolement lorsqu'on est suspecté d'avoir le coronavirus. Oui, on vous met quelque part, on vous observe et vous-même vous observez, vous prenez votre température pour voir si vous allez comment on dit même, développer les symptômes. Et est-ce qu'après 2 semaines d'observation, un patient peut être détecté comme sujet sain et après sortie peut aller contaminer d'autres personnes? Oui, déjà la durée d'incubation, et je vais revenir encore sur les symptômes parce que c'est vraiment important. La durée d'incubation est en moyenne de 5 jours. Et donc pendant ces 5 jours-là, vous devez quand même avoir des symptômes. Donc avec des extrêmes de 2 à 12 jours. Donc, l'installation des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui débute brutalement. Donc, les premiers symptômes sont peu spécifiques: maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, la fièvre et les signes respiratoires arrivent secondairement. Donc, souvent 2 ou 3 jours après les premiers symptômes. Maintenant, dans les premières études descriptives provenant de Chine, il s'écoule en moyenne 1 semaine entre l'apparition des premiers symptômes et l'admission à l'hôpital à la phase d'état de la maladie. Donc, phase critique, au fait. Donc, à ce stade, les symptômes s'associent, fièvre, vous avez la fièvre, vous avez la toux, vous avez les douleurs thoraciques et des gènes respiratoires. D'accord. Et la réalisation d'un scanner. Donc, en ce moment-là, on peut réaliser un scanner et voir votre poumon et tout. Mais dans les signes graves, la gravité des signes cliniques nécessite le maintien à l'hôpital et autres et tout. Donc, la personne peut ne pas... Il y a des cas également où vous allez passer les 14 jours et vous allez faire la maladie après. Mais quand même, en moyenne, en 5 jours, avec les études qui ont été menées, qui ont été faites et tout, en 5 jours, vous devez pouvoir quand même développer l'un de ces signes. Au cas où mon système immunitaire est vraiment à un niveau et même si après je pourrais contracter ou bien aller infecter d'autres personnes, je ne peux pas être déjà, il faut noter également que la particularité de ce virus, même si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez infecter d'autres personnes. C'est ce qui rend un peu difficile, c'est ce qui rend un peu difficile la méthode qu'on utilise actuellement pour pouvoir juguler la pandémie, au fait. Parce que si vous n'êtes pas symptomatique, vous pouvez transmettre ce virus. Donc, comme c'est la différence avec le virus qui a causé le SARS, au fait. Disons le grand frère de ce nouveau virus, du coronavirus 19, au fait, parce que le SARS coronavirus, la transmission se fait à partir au moment où vous commencez par avoir les symptômes. Là, donc si vous êtes en phase symptomatique du grand frère de ce nouveau coronavirus, on vous prend en même temps, on vous met sous traitement, on vous isole. Mais ici, même en étant asymptomatique, vous transmettez le virus. C'est ce qui rend un peu les choses difficiles du point de vue scientifique. Oui, allez-y. Je voudrais apporter juste une petite nuance par rapport à l'isolement et à la quarantaine. Okay.
il faut dire qu'il y a une petite différence entre les deux. On parle de quarantaine pour des personnes suspectées. Okay. Comme le cas de ceux qui reviennent au Bénin, par exemple, par voie aérienne. Surtout, c'est eux qui sont mis en quarantaine par voie terrestre. Je ne sais pas comment c'est traité. Okay. Quand vous revenez d'un voyage, surtout d'un pays où la contamination sévit déjà, on vous met en quarantaine pour 14 jours. Okay. C'est ce que le gouvernement béninois fait actuellement. Okay. On les met en quarantaine dans un hôtel de la place. Mais l'isolement consiste, c'est des personnes qui sont déjà infectées et des cas confirmés. On les met en isolement pour les mettre sous traitement. Okay. Voilà. La mise en quarantaine se fait pour ceux qui ont quitté l'extérieur pour le Bénin et l'isolement se fait pour les gens du pays mais qui sont suspectés. Oui, ça c'est dans le cas d'espèce de la Covid-19. Mais la quarantaine, en gros, c'est pour dire que c'est des personnes suspectées d'avoir... Qui sont en quarantaine. Parlons de méthodes de prévention. Vous avez dit qu'il faudrait se laver les mains, avoir une distance de sécurité. Oui, déjà, pourquoi on nous dit de se laver les mains? Pourquoi on nous dit de se laver la main? Le virus, c'est un virus enveloppé. Donc, les détergents chimiques qu'on utilise pour fabriquer les savons et tout sont tellement efficaces sur les virus, notamment ce virus-là. Okay. Parlons de virus ou détergents, on dit de se laver les mains avec du savon, du gel ou des solutions hydroalcooliques. Alors, il faut que je clarifie les choses. Se laver les mains à l'eau et au savon. Les gels hydroalcooliques ou bien les solutions hydroalcooliques, ça, on frissonne les mains avec. Et on n'essuie pas après. On n'essuie pas après. On laisse l'action de ces gels-là pour que le gel tue le virus au fait. Voilà. Maintenant, pour les mesures, ce sont des gestes barrières et efficaces. Donc, de se laver les mains, se laver les mains fréquemment, régulièrement. Parlons des gels. Oui. Est-ce que ces gels sont vraiment testés? Ils peuvent tuer le virus ou bien ils peuvent garder le virus là et après il faut forcément se laver les mains? Non, déjà, ce que je vais conseiller pour acheter de gel, de ne pas acheter de n'importe quoi également. Maintenant, sachez que un gel fabriqué à 60%, qui a 60% d'alcool, est efficace sur le nouveau coronavirus et souvent sur les pathogènes. Alors, il faut quand même, oui, allez-y. Il a aussi montré que parfois ces gels-là, lorsque vous passez ces solutions hydroalcooliques, lorsque vous allez à la cuisine en contact des gaz, ça peut également causer des brûlures. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Là-dessus. Oui, maintenant, oui, Joël, allez-y. Oui, puisque ça contient de l'alcool, c'est pas avec le gaz, mais plutôt le feu. Avec le feu. Oui, puisque vous pouvez faire du feu avec de l'alcool. Donc, quand l'alcool que vous avez dans le gel hydroalcoolique est en contact du feu, ça peut avoir un incendie. Oui. Alors, pour faire court, il y a le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, qui dit le plus important, c'est de se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Oui, pour faire court. Pour faire court. Et ce qu'on nous demande, c'est tellement simple. Ça ne nécessite pas 10 000 francs CFA. Non, avec notre savon simple là, on peut se laver les mains régulièrement. Après chaque geste, disons infectieux. Quand je dis chaque geste infectieux, c'est si je tousse et si moi-même je constate que j'ai touché un objet inerte et autre, je me lave les mains. Tout simplement. Je n'ai pas de solution hydroalcoolique. Est-ce qu'il y a possibilité que j'utilise uniquement l'alcool pour me désinfecter? Non, ça dépend de l'alcool que vous allez utiliser. Sur le marché, vous allez trouver de l'alcool à 96 degrés, de l'alcool à 60 degrés, à 110 degrés. Lequel est efficace? C'est à partir de 60 degrés, mais à 96 degrés, ça devient un fissateur. Donc, vous fissez le virus, par contre, dans votre main. Donc, le savon est, je pense, c'est à 50 francs. On peut l'avoir et se laver régulièrement les mains. Et pour ce virus-là, nous pouvons tous arrêter la transmission si on respecte juste les consignes de base. Et les consignes ne coûtent rien, en fait. Restez à distance. Oui. Pour tousser 1 mètre si pour tousser dans votre creux et dans votre creux à part ça de ne pas saluer
Voilà, de ne pas saluer avec la main. Avec la main. Avec le coude, avec les pieds. Avec le coude ou bien juste, oui, bonjour, à la Chine, tout simplement. Et voilà, donc ce qu'on nous demande, ça ne nous coûte pas quelque chose. Voilà. Alors, parlant de lavage des mains, j'aimerais quand même qu'on y revienne. Ouais. Comment il faut laver efficacement ses mains? Alors, pour laver efficacement vos mains, c'est quoi déjà? Allez au niveau de votre, disons, lavabo, bien évier. Vous enlevez si vous avez votre bague, vous avez une bague, vous avez des gommettes et tout, vous enlevez tout ça. On appelle les Scooby-Doo, vous les enlevez. Vous mouillez légèrement votre main et vous mettez le savon. Alors, si vous mettez le savon, vous lavez le creux de la main, les deux creux de la main, et après vous irez au niveau de vos ongles, vous enlevez les chics, on les appelle, de vos ongles, les chics, vous les enlevez et vous frottez les dos de la main. Donc avec la main gauche, je frotte le dos de la main droite. Avec la main droite, je frotte le dos de la main gauche. Donc vous frottez correctement et vous nettoyez les espaces interdigitaux, c'est-à-dire les espaces entre les doigts correctement au fait. Et ça doit durer au moins 20 secondes. Sinon vous n'avez pas fait un bon lavage des mains. Et après vous mouillez abondamment, vous rincez abondamment votre main et vous avez vos papiers mouchoirs et autres. Et pour essuyer, vous essuyez vos mains, pas tamponnement au fait. Donc vous tamponnez on ne presse pas. Exactement. Et après avoir fini, vous jetez ça à la poubelle. Parlons toujours de prévention. Le lavage des mains, c'est une prévention externe. Mais en parlant des préventions internes, on dit de prendre l'ail, tout ce qui est riche en vitamine C. L'aloe vera, par exemple. Parce qu'il y a une information qui a circulé qui disait que l'aloe vera a guéri un cas de coronavirus. Déjà, moi, je les classe dans des remèdes fantaisistes. D'accord? Parce que c'était un affirmateur que l'on peut se prémunir du Covid-19 en se lavant les mains avec déjà de l'urine d'enfant et en appliquant aussi de l'huile de sésame sur son corps ou en consommant du cannabis. Pour moi, il ne s'agit que de publicité. Non, il ne s'agit que de publicité mensongère, tout simplement, au fait. Tout simplement. Et je dois aussi continuer en disant qu'il y a d'autres qui disent de prendre des antibiotiques. Non, les antibiotiques agissent sur les bactéries et non les virus. Pour les virus, c'est les antiviraux qu'on utilise. Et pour l'instant, concernant ce nouveau virus, il n'y a pas de traitement spécifique qui peut neutraliser ce virus. Non. Tous les traitements qu'on utilise actuellement sont des traitements symptomatiques. Donc, si vous avez la fièvre, on essaie de calmer la fièvre. Si vous avez la toux, on calme la toux et tout. Sinon, ça ne cible pas directement le virus. Alors, que peut-on prendre alors pour légèrement éviter que notre système immunitaire soit atteint par ce virus? Alors, pour notre système immunitaire, c'est de consommer assez de fruits et de légumes. Quand je parle de fruits et de légumes, vous avez la carotte, vous avez les oranges, vous avez tout ce qui est fruits naturels et tout ce qui est aussi, quand je parle de légumes, vous avez nos légumes que les bonnes dames vendent au marché et tout. Toujours au traitement, certaines personnes disent qu'ils ont été au CNHU mais n'ont pas été pris en charge. Où peux-je aller pour être traité du Covid-19? Au fait, si le gouvernement a mis en place des numéros, il y a des numéros verts, qui ont été mis en 51020000. Si vous avez la fièvre, si vous avez la toux, il suffit juste d'appeler ces numéros-là parce que le drame, si vous vous déplacez, vous allez à l'hôpital, vous allez au centre, au CNHU ou bien aux urgences, les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui sont déjà malades, donc qui sont fragiles. Déjà sur le plan, le système immunitaire est fragile. Donc si vous allez là-bas et si vous avez le COVID, vous avez le nouveau coronavirus, vous allez les infecter. Et là, eux, ils sont des personnes à risque. Donc il est demandé, il est conseillé d'appeler et le SAMU viendront vous chercher avec tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ce que je vais conseiller. Et maintenant, si vous avez ça également, il n'est pas conseillé d'aller
chez son médecin traitant parce qu'il ne sait pas de quoi vous souffrez. Donc, il y a un numéro qui a été mis en place. Le numéro a été mis en place. Appelez ceux qui vous répondront. Ils ont été formés pour ça, en fait. Donc, alors, Hassen, un mot de la fin. Ok, un mot de la fin, c'est déjà remercier vos auditeurs. Et pour faire un complément par rapport à la dernière question, quand vous avez la toux, quand vous sentez les symptômes, ça peut être une toux naturelle, ça peut être un mal de gorge naturel. C'est de prendre un peu de temps pour voir si est-ce que c'est vraiment les symptômes de la Covid-19 avant de pouvoir dire que je vais appeler la SAMU et autres. Donc il faut pouvoir observer pendant un temps, puisque le plan qui se pose, il y a aussi cette affaire de psychose, vu que les informations passent un peu partout. Vous êtes connecté, vous avez l'information, il y a 200 personnes mortes aujourd'hui, il y a 100 000 personnes infectées, c'est que du coup ça vous emballe et vous commencez à avoir peur, et pour une simple toux, vous pensez que vous avez déjà la Covid-19, ou même pour une simple fièvre, c'est que vous pensez que vous êtes déjà contaminé. Donc il faut un temps d'observation avant de dire, bon, il faut que je contacte la SAMU, il faut que je contacte les gars de CNHU pour être pris en charge. Alors, merci à vous, Joël Hassen Noumonvi. Vous êtes le président de l'association des blogueurs du Bénin. Merci d'être ici avec nous ce soir pour parler des fake news liées au coronavirus, liées notamment au nouveau coronavirus 2019. Nous avons eu également en émission en studio le virologue Boris Enoch Zinsou. Merci d'être arrivé, d'avoir répondu à nos préoccupations. L'émission a été animée par Janine Akwaku et moi, Charlotte Zebada. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour encore parler du coronavirus.